Madame la ministre, je vais commencer par vous. Donc, la France a restitué en février dernier, en février 2006, le tambour-parleur Gigi Ayokwe. Donc, ma question, elle est très concrète. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain une fois que l'objet est arrivé? Donc, pas sur le plan diplomatique, mais vraiment concrètement. Effectivement, le tambour-parleur Gigi Ayokwe est arrivé sur ces terres le 13 mars 2026, 110 ans après avoir été arraché. Et en réalité, ce processus qui est dû bien sûr à cet appel que le président Macron a fait en 2017 a mis 6 ans, 9 ans pour voir son aboutissement avec l'arrivée sur ces terres ivoiriennes. Mais en réalité, la question beaucoup plus large, c'est la question de la transmission, c'est la question de notre patrimoine, c'est la question de la relation avec notre patrimoine. Parce que 110 ans après, les jeunes, les Ivoiriens, la communauté Atchan qui l'attendait, qui l'avait réclamé depuis 1958, n'ont plus rien à voir avec ce qui s'est passé 110 ans après. Et la vraie question, c'est de se dire, lorsqu'il arrive sur le terrain, lorsque notre patrimoine, notre identité, notre histoire, comment est-ce qu'elle est accueillie 110 ans après? Comment est-ce qu'elle est transmise? Comment notre histoire se transmet auprès de nos jeunes? Comment est-ce qu'aujourd'hui se pose la question, et finalement, parce que c'est tout l'intérêt du débat sur ces retours, cette restitution totalement indispensable, parce que c'est bien en représenter et continue de représenter une partie de notre histoire, comment nos jeunes, comment la société civile, comment les pays, comment le président de la République, le président Alassane Ouattara et le président Macron en ont parlé, pourquoi est-ce qu'on a décidé de le faire venir. Et en réalité, le travail ne s'est pas arrêté, puisque la Côte d'Ivoire a toujours mis la culture, comme vous le savez, en avril 2011, on sortait d'une grande crise, et le président de la République a considéré que la culture devait être au centre de sa politique, et notamment de développement, avec une politique sur la loi sur la politique culturelle nationale, mais surtout une loi sur la politique de sauvegarde de notre patrimoine, qui met en avant aussi nos trésors humains vivants. Je sais qu'en France, je sais qu'au Kenya, les trésors humains vivants existent, ce sont des personnes qui ont une connaissance de nos savoirs immatériels, mais en Côte d'Ivoire, nous avons été plus loin, puisqu'aujourd'hui, ces trésors humains vivants ont un statut par un décret présidentiel, ils sont reconnus par l'État, ils doivent simplement donc être payés par l'État. La seule condition, c'est de transmettre à de jeunes apprentis ou à des apprentis, au moins 2 apprentis, ces savoir-faire, afin que l'on continue de perpétuer et de transmettre notre héritage. Merci beaucoup. Professeur Diane, vous êtes connu pour une position qui surprend, qui va sans doute surprendre la salle ici. Vous soutenez les restitutions, mais vous avez écrit que tout rendre serait lui-même une forme d'identitarisme. Vous parlez de ces objets comme des mutants qui accumulent des sens à travers tout leur voyage, et donc je voudrais que vous expliquiez un peu votre position et que vous nous disiez ce que ces restitutions elles sont censées accomplir d'après vous. Écoutez, je voudrais reprendre un mot de Madame la ministre, aboutissement. Il est heureux que l'initiative qui a été celle du président Macron en 2017 avec le discours de Ouagadougou ait trouvé son aboutissement avec la loi cadre qui permet de ne plus opposer simplement une fin de non-recevoir à toutes les demandes de restitution. Pendant longtemps, il y a eu des demandes de restitution qui se heurtaient à cette fin de non-recevoir parce que, évidemment, une fois qu'un objet était entré dans le patrimoine, il ne pouvait plus en sortir. Et je voudrais vraiment vous rendre hommage, Monsieur le Président, et vous remercier également pour ce que vous avez fait à Ouagadougou et l'aboutissement que ceci a trouvé. Cela étant, je reprends également un autre mot de Madame la Ministre, indispensable. Il y a des restitutions qui étaient indispensables. Les restitutions qui précisément permettent à l'Afrique de raconter sa propre histoire. C'est ainsi qu'il y a eu ces restitutions déjà faites, des objets du palais de Béhanzin, du tambour parleur. J'ajoute d'ailleurs rapidement, encore que ce ne soit pas une histoire francophone, la restitution par l'Allemagne de 1000 bronzes du Bénin. Il ne faut pas oublier les bronzes du Bénin. Tous ces objets partagent d'avoir été pillés.
pendant des expéditions coloniales qui ont été relativement atroces. Et donc, il y avait là une question de justice restaurative, et il est heureux que l'initiative qui a commencé à Ouagadougou ait permis à cette justice de s'exercer. Cela dit, et c'est ce qui fait ma position, il ne faut pas oublier que les objets qui ont été ainsi exilés, disons, arrachés à leur terroir d'origine et amenés en Europe, pas toujours arrachés. L'espace colonial était un espace d'échange. Il y a eu violence coloniale, évidemment, directe ou dissimulée, mais il y a eu également des hommes et des femmes qui ont échangé, qui ont acheté, qui ont vendu, et beaucoup d'objets demandent à être étudiés pour ce qui concerne leur provenance. J'en parle d'autant mieux que je suis le président du conseil d'administration du fonds qui a été mis en place par vous, Monsieur le Président, qui est un fonds pour la recherche sur la provenance des objets et qui a terminé une première phase qui a été un grand succès. Ces objets n'ont pas simplement été inclus de force dans une histoire qui n'était pas la leur, ils ont contribué à écrire cette histoire. Et dire simplement qu'ils ont été au fond des objets otages qui ne peuvent être authentiquement eux-mêmes que s'ils retournent à leur terroir, c'est cela, tomber dans le piège de l'identitarisme, qui consiste à dire que les cultures sont des îlots, des insularités, chacun chez soi, et qu'un objet ne peut exister qu'au sein de sa culture. Ces objets ont appris des langues nouvelles. Ils ont enseigné des langues nouvelles. C'est cela que j'entendais en disant qu'ils ont contribué à écrire l'histoire, simplement l'histoire du XXe siècle artistique. Eh bien, cette histoire qu'ils ont contribué à écrire, cela fait partie d'eux-mêmes. Comment faire en sorte que les objets africains, en particulier, puisque c'est de cela simplement que nous parlons, que ces objets africains, quel que soit le lieu où ils se retrouvent, dans des pays africains, ou que ces pays africains aient décidé, par exemple, cela peut se concevoir, qu'ils voulaient avoir des représentants de leur culture, de leur propre patrimoine, dans des musées universels qui se trouvent dans des villes mondiales. Cela peut se concevoir. Parce que vous parlez du Louvre, du Met, ce genre du Louvre, oui, j'ai parlé du Louvre comme d'un musée universel où, en effet, des nations pourraient avoir intérêt à avoir des représentants. Eh bien, ces objets ayant des histoires qui sont des histoires partagées peuvent se partager entre eux. Vous étiez là quand elles sont arrivées au Bénin. Qu'est-ce que vous pensez de la position du professeur Diane et pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la restitution quand ça fonctionne? C'est compliqué de parler avec après le professeur Diagne parce qu'il dit des choses tellement merveilleuses et malheureusement je suis effectivement pas du tout d'accord avec lui. Se partager, c'est une idée qui est fabuleuse. L'universalisme des musées, du Louvre, du Metropolitan Museum, c'est fantastique. Je peux continuer, vous donner une immense liste de musées. Ces musées sont tous au nord du monde. Se partager, ça ne peut pas être avoir 100% du patrimoine du sud du monde au nord du monde. Se partager, c'est quand on va pouvoir nous dire qui nous sommes. On parle de cette jeunesse incroyable qu'on écoute aujourd'hui. On parle de nation branding. On parle d'avoir une image de soi, de construire son image en tant qu'Africain jeune et moderne. Il nous faut un ancrage, il nous faut des racines. On ne sait pas encore où on va, il faut savoir d'où l'on vient. La restitution, c'est ça. La restitution, c'est pas juste le retour de 26 objets, même si on est très reconnaissant à la France d'avoir restitué ce premier lot d'objets, mais la restitution, c'est pas ça. La restitution, c'est la réouverture du dialogue. C'est la restitution de la fierté. C'est la restitution de la dignité. C'est très particulier, mais si votre histoire a été effacée par la colonisation, qui êtes-vous aujourd'hui ? Ce qui m'a frappé en 2006, quand les objets sont venus en visite nous voir pendant 3 mois pour une exposition, et quand ils sont revenus à votre initiative en 2022, c'est qu'il y a une émotion qui est double. Il y a l'émotion de découvrir un chef-d'œuvre, et puis il y a l'émotion de découvrir qu'on ne savait pas que c'était nos chefs-d'œuvre et qu'on était les héritiers de ces traditions. Donc la restitution, c'est beaucoup plus qu'exposer un objet dans une vitrine. C'est
retrouver sa mémoire, retrouver sa fierté, retrouver sa dignité et avoir un regard vers l'avenir. Et c'est ça qui est frappant chez les enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans. L'universalisme, on va y arriver. Chaque chose en son temps, donc. L'universalisme, on va y arriver. On va y arriver tous ensemble quand on pourra partager qui nous sommes, quand on saura qui on est et quand on pourra le partager aux autres. Et à ce moment-là, on aura un universalisme égalitaire. Très bien, merci. Alors, Président Macron, vous avez écouté tout ça très attentivement. Qu'est-ce que ça vous inspire, tous ces points de vue différents sur cette restitution? Écoutez, c'est un long chemin, ce qui s'est fait depuis Ouagadougou. Mais au fond, la démarche correspond à ce qui vient d'être dit par l'ensemble des participants. Et donc, au fond, ce que vient de dire Marie-Cécile est très juste. Ça partait d'un constat très simple. Le patrimoine culturel, ce qui permet d'écrire l'histoire, ce qui permet à la jeunesse africaine de connaître son histoire, ses racines, n'était pas en Afrique. Et donc, partant de là, on voit bien que quelque chose ne pouvait pas fonctionner. Et on ne peut pas dire à une jeunesse, si tu veux savoir d'où tu viens et qui tu es, il faut que tu ailles au bout du monde pour pouvoir le comprendre. Et encore, tout ça est dispersé. Et donc, ce que je m'étais engagé à faire en novembre 2017 à Ouagadougou, c'était en effet de dire on doit enclencher ce travail de restitution parce que beaucoup de ces œuvres doivent revenir dans les pays où elles sont nées et où elles avaient d'ailleurs un caractère qui était souvent sacré, religieux, beaucoup plus complexe que celui ensuite qu'on lui a donné. C'est vrai des 26 trésors d'Abomey comme du tambour-parleur ou du sabre. On pourrait parler aussi de ce qui a été fait avec Madagascar. Le travail ensuite a été fait parce que je veux quand même rendre hommage à tous ceux qui l'ont permis. Vos travaux ont beaucoup inspiré tout cela, professeur. Mais Bénédicte Savoie et Felwine Sarr ont ensuite fait un travail, et c'était un peu ce dialogue justement de deux intellectuels européens, africains. On fait tout ce travail pour dire comment on peut faire ces restitutions, quel en est le cadre. Et c'est là qu'on a posé les bases intellectuelles de ce qui vient d'être parachevé. Et ils ont dit deux idées fortes, c'est un travail formidable que je vous invite à aller lire, mais ils ont dit deux choses très fortes. D'abord, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été volées, pillées. Et tous les cas que je viens d'évoquer, et donc là où on a arraché ces œuvres, elles doivent être restituées. Ce qui donne un statut différent à ces œuvres de celles qui ont parfois été achetées, ou qui ont circulé, ou qui ont pu être données. Et je crois que c'est un cadre déjà juste pour commencer. Et la deuxième chose importante qu'ils ont dit, c'est que ça doit enclencher le retour d'un dialogue, et donc il faut qu'il y ait les conditions pour les préserver dans les pays où ils reviennent. Pas question de renvoyer des œuvres dans des pays où il n'y a pas de conservateurs, de curateurs, ou des bonnes conditions pour les recevoir. Et on a enclenché tout ce travail. Je dirais que c'est vrai qu'un des pays qui était sans doute le plus près était le Bénin, pour beaucoup de raisons évoquées, l'expérience de 2006. Et donc ça a été un moment formidable et très émouvant. Il y a eu tout ce travail donc, qui a été fait, qui a été continué à travers les différents pays, jusqu'à ce que vous avez évoqué, Madame la Ministre, pour la Côte d'Ivoire, et ce qui a été rappelé pour le Sénégal. Il y a ensuite M. Martinez qui a fait tout un travail méthodologique pour aller beaucoup plus dans le détail et pour nous permettre de dire, au-delà du cas par cas, on doit bâtir une loi cadre, quelles doivent en être les règles. Et cette loi cadre a été votée il y a quelques jours, elle a été promulguée il y a 2 jours, donc maintenant elle s'applique. Et donc, je voudrais un peu réconcilier les deux positions, même si je ne les crois pas si différentes en vérité. Et ce qui a été dit sur l'universalisme, je pense que c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Marie-Cécile, il ne peut pas y avoir d'universalisme s'il n'y a pas un retour juste, et si ces œuvres qui ont été pillées dans les conditions définies ne reviennent pas, et qu'on ne bâtit pas justement des musées particuliers sur le continent africain, mais beaucoup dans des pays du Sud n'en ont pas eu, qui ont souvent subi ces pillages pour pouvoir, en quelque sorte, réhabiter leur propre histoire, se réapproprier leur propre histoire, et ce faisant d'ailleurs former des conservatrices et des conservateurs inspirés des artistes pour pouvoir complètement repartir et se régénérer. Et une des choses sublimes qu'on a vécues d'ailleurs, qui est une illustration de ça, ça a été ce qui a été fait par le Bénin en retour, qui était dans notre saison Africa 2020, quand des artistes béninois sont revenus et en quelque sorte réinventé avec des œuvres contemporaines sur la base des 26 pièces Trésors d'Abomey qui avaient été rendues.
Et ça, c'était très beau parce qu'on a vu comment des artistes d'aujourd'hui, formidables, plusieurs sont dans cette salle, pouvaient être inspirés par le patrimoine qu'on leur rendait et créer des œuvres qui, d'ailleurs, racontaient quelque chose à des publics français ou du monde entier, qui parfois ne connaissaient pas le patrimoine originel. Mais ça nourrit l'art contemporain. Et donc, on rétablit quelque chose d'une circulation, d'un dialogue, d'une compréhension mutuelle. Mais il y a un autre point important, c'est que pour autant, moi, j'ai jamais voulu dire, on se débarrasse de tout l'art africain ou de tout l'art du Sud qu'il y a dans les musées du Nord. Parce que je pense que c'est aussi très important de continuer d'avoir dans nos musées des pièces, quand elles ont été parfois offertes, qu'elles ont circulé, qu'elles sont arrivées dans les bonnes conditions, qu'elles s'inscrivent dans un parcours et une démarche de nos musées, et qu'elles dialoguent avec d'autres musées du Sud. Et donc, ce qui va avec l'universalisme, c'est de permettre d'avoir en quelque sorte un universaliste qui se construit dans le Sud par ces musées qu'on est en train de bâtir, ces conservatrices, ces conservateurs, ces artistes, mais aussi à garder des pièces que nous avons lorsqu'elles sont dans un cadre approprié dans les musées français, américains, britanniques ou autres. Et je n'adhère pas totalement à la démarche qui consiste à dire on renvoie tout, comme s'il fallait se débarrasser d'un passé qui était trop compliqué. La condition, c'est qu'on continue d'être aux côtés des pays qui sont en train de construire leur musée, de développer leur réseau de conservatrices, de conservateurs qui ont leurs artistes, et que ce dialogue se noue. Parce qu'en effet, il y a une chose à laquelle je tiens et qui a inspiré cette démarche, et qui est, je crois, à la racine de notre dialogue pour ce sommet, c'est que nous avons la conviction d'appartenir à une même aventure et une même démarche. Et c'est de ne pas être renvoyé, en effet, à des identités ou à des passés qu'on ne pourrait jamais digérer. Et ça, c'est, je crois, très important. Alors ça passe par des gestes de rétablissement, de circulation, par des gestes d'hospitalité réciproque, mais ça doit continuer à être inspiré par une vocation universaliste au Bénin, au Kenya, au Nigeria, comme à Paris, à Berlin ou à New York. Et ça, c'est très important à mes yeux, parce que c'est ce qui permet ce dialogue universel et ce qui évite la nouvelle fracture des cultures. En tout cas, moi, j'ai voulu lancer ça en ayant lu et écouté beaucoup d'entre vous, et aussi parce qu'il y avait une jeunesse à Ouaga qui, en fait, quand elle écoutait ce discours, n'y croyait pas du tout. Je vais être honnête avec vous. Il disait, d'accord, ok, il est venu nous faire un speech à l'université, c'est très sympa, puis il va repartir chez lui, ça ne se fera jamais. Je dois reconnaître que ça ne s'est pas fait simplement. Et si vous n'aviez pas été là, beaucoup d'entre vous, à vous battre pour qu'on continue d'avancer jusqu'à cette loi votée à l'unanimité, ça ne se serait jamais fait. Parce qu'il y avait beaucoup de résistance. Mais ce que je veux aussi vous dire pour que vous le mesuriez, c'est que cette loi, qui était rejetée par beaucoup il y a 9 ans, Madame la ministre de la Culture est là, elle a porté ce texte dans ses derniers pas, il y a beaucoup de nos parlementaires, je suis très heureux qu'ils sont là, elle a été votée à l'unanimité. Ce qui dit quelque chose aussi quand même du changement des esprits, c'est-à-dire qu'il y a des femmes et des hommes dans nos parlements qui il y a 9 ans disaient « c'est terrible, on ne va pas faire ça ». Ils disaient « c'est de la repentance, c'est les mots à la mode ». Dès qu'on ouvre quelque chose avec les pays africains, on nous dit c'est de la repentance, n'allez pas nous emmerder avec tout ça, c'est le passé, ne revenons pas dessus, débrouillez-vous. Non, tous sont revenus et tout le monde a voté ensemble. Et donc faire cette démarche, ça réconcilie aussi des femmes et des hommes qui ne pensaient pas forcément pareil. Et c'est très important, je veux que vous le mesuriez pour nous en France, parce que, Marie-Cécile en est l'incarnation entière si je puis dire, on a des millions de nos compatriotes qui ont cette histoire-là. Et qui, alors pour certains d'entre eux, ont la chance de pouvoir aller dans les musées, en effet, en France. Mais tout le monde n'a pas la chance de pouvoir aller au musée. Il est formidable, et je vous invite à y aller, au musée du Quai Branly, au Louvre ou ailleurs. Et c'est quand même très important que des jeunes d'Abidjan, de Cotonou, ou d'ailleurs sur le continent, puissent voir les grandes pièces qui ont fait leur histoire, leur patrimoine culturel, leur imaginaire, qui ont nourri d'ailleurs aussi leur religion, bien souvent, et qui retournent dans leur lieu. Mais ils retournent, comme ça a été dit, avec ces décennies passées parmi nous. Et donc je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, mais c'est formidable, c'est la création à venir. Et c'est vous qui allez faire vivre tout ça, c'est nous. Et donc on va continuer, c'est juste le début d'une aventure.
Alors, j'avais fermé tous les micros. Avant de vous laisser la parole peut-être un peu plus longuement, tout le monde avait une question pour vous sur ce panel. Ils ont tous une question à vous poser. Monsieur le Président. Très rapide les Très questions. rapide. Mais Bon. Pourquoi la restitution? Vous en avez fait une bataille personnelle dès le départ, c'était impossible. Vous l'avez dit, le discours de Ouagadougou en 2017. Au Bénin, on est tous en transe de joie quand on vous entend prononcer ces mots. Et en France, on ne peut pas dire que ça vous évalue des concerts de louanges. C'était pas électoralement intéressant. C'était pas. Qu'est-ce qui a fait prendre. Enfin, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de l'importance de ce combat pour la jeunesse? Aujourd'hui, on voit que tout va changer avec cette restitution, mais personne ne pouvait le savoir en 2017. Pourquoi vous l'avez fait? alors, on me dit qu'on n'a pas beaucoup de temps pour les questions, donc on va juste prendre celle de Marie. Vous avez du temps? On me dit que vous n'avez pas de temps. Allez-y, posez vos questions Peut-être rapidement. toutes les questions en même temps, parce que je crois qu'elles sont totalement liées. Déjà, je voulais encore une fois vous féliciter pour cette loi cadre. En dépit d'un contexte de repli identitaire, c'est d'autant plus appréciable. Mais justement, ces restitutions font revenir un objet, mais en réalité, la question, c'est comment faire en sorte que ces restitutions ne rendent pas seulement des objets, mais créent aussi du lien, un dialogue et un regard nouveau entre les jeunesses africaines, voire les jeunesses françaises, les jeunesses africaines, voire européennes. Rapidement, Monsieur Diane. Dernière question. Alors, la vidéo qui a suivi votre intervention de tout à l'heure s'intitule Emmanuel Macron de Ouagadougou à Nairobi. Ma question, c'est après Nairobi. Ceci est véritablement historique. Comment voyez-vous la suite quand vous n'y serez plus pour veiller au dialogue et aux possibilités que cette loi cadre ouvre? Merci beaucoup. J'ai eu la chance, il y a une vingtaine d'années, quand j'étais un jeune haut fonctionnaire, d'aller en stage au Nigeria. Il y a beaucoup de nos frères et amis nigérians qui sont là. Et je me suis passionné pour la culture, l'histoire, pour le vaudou, d'ailleurs, c'était évoqué tout à l'heure. Et je me suis aperçu que c'était très difficile au Nigeria d'avoir un musée ou un lieu pour comprendre cette culture. En bon français, si je puis dire, je me suis dit, il faut aller dans quel musée pour comprendre tout ça, dans quel endroit? Il y avait des gens pour me raconter, il y avait des livres à me donner, souvent d'ailleurs écrits parfois par des intellectuels nigérians, mais ils étaient toujours allés travailler à Londres, aux États-Unis. Puis après on m'a dit, si tu reviens en France, il faut aller, le musée du Quai Branly commencer, où il y avait le musée d'Apper, etc. Il y a des formidables collections, tu verras, c'est formidable. Il y avait l'émission de Michel Léris, ils ont ramené des objets. Et à ce moment-là, j'ai quand même conçu la forme d'injustice. Parce que je me suis souvenu de moi, enfant, et la chance que j'avais quand mes parents me disaient, pour expliquer notre histoire, on allait dans le musée de ma ville, à Amiens, on voyait une partie de notre histoire gallo-romaine et autres, puis après, c'était la grande sortie, on pouvait aller au Louvre. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui on voyait quand même quelque chose encore d'une violence post-coloniale à ce qu'on ne puisse pas avoir accès à ça. Est-ce qu'on dit, tu veux aller voir ces objets? Va à 5000 km de chez toi. C'était fou. Et donc, j'ai après lu, écouté beaucoup, je me suis nourri d'ailleurs de beaucoup de vous tous. Et quand je le lance en 2017, je ne le fais pas par visée électorale en France, mais parce que ma grande conviction, c'est que l'avenir pour la France, il dépend de beaucoup de facteurs, mais il y en a deux qui sont clés. Qu'on soit pleinement réconcilié avec notre diaspora. Je pense que notre idée profonde, notre jeunesse, beaucoup de nos compatriotes savent très profondément qui nous sommes. Nous sommes nourris par cette identité plurielle. Mais le discours politique le réduit et le refuse. Et donc je pense que cette démarche, elle participe de dévoiler le fait que nous avons une identité plurielle. Et donc je pense que c'est très bon pour la France à moyen terme. La deuxième chose, c'est que je pense qu'on ne peut pas être entendu dans le continent africain pour refonder un partenariat si on continuait sur les anciennes voies, en leur disant « Ouais, on va parler d'avenir ensemble, laisse tomber le passé, le franc CFA, on n'en parle pas, les restitutions d'œuvres d'art, laisse tomber, on les garde, ceci, cela, tout ce qui est mauvais, on ne le rouvre pas. » Ça n'existe pas. Dans un couple, si on ne rediscute pas des choses qui n'ont pas été, il y a peu de chances qu'on construise. Et donc, comme je crois que la capacité de la France et de l'Europe à bâtir avec l'Afrique est déterminante pour notre avenir, je pense que les restitutions
en fait, c'est une grossesse pour la suite. Ce qui me permet pour votre question de revenir, je pense que c'est le début d'un échange. D'abord, il va y avoir beaucoup d'autres restitutions qui vont continuer sur la base de cette loi cadre, et après, dans le dialogue, beaucoup d'autres questions vont se poser. Parce que je vous l'écris dès à présent, il y a plein de pays, d'intellectuels, d'artistes, de conservatrices et de conservateurs qui vont revenir avec des projets de restitution qui ne sont parfois même pas dans la loi cadre. C'est sûr. Et c'est très bien, parce que ça va être un dialogue intellectuel. Ça a presque au moins autant de valeur que la restitution elle-même. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir un questionnement constant dans les pays du continent africain de se dire et ça, où ça se trouve, de reconstituer une histoire et un fil, et dans les pays européens, américains, parfois d'ailleurs asiatiques aussi pour quelques-uns, eh bien de se dire quelle démarche on entreprend et comment on continue cet échange. Et puis je crois que cet échange, au-delà de l'échange académique, intellectuel et de recherche, parce que le déplacement de ces œuvres fait partie de leur histoire maintenant, et donc raconte différemment une histoire aussi entre le continent africain et le continent européen ou d'autres continents. Ça va être comment les artistes se réapproprient tout ça. Et donc je pense que c'est le début d'un chemin extrêmement fructueux, prolifique, auquel je crois beaucoup. Et professeur, pour répondre à votre dernière question, c'est aussi pour ça qu'en effet, de Ouagadougou à Nairobi, on a fait beaucoup de chemin tous ensemble, et c'est votre mobilisation collective, et pour moi c'est incroyable d'être là parmi vous, parce que je revois beaucoup de visages que je n'avais pas vus depuis des années, beaucoup de gens qui se sont battus, et même au-delà, et de choses qui sont advenues, c'est très émouvant. Mais je crois qu'on a construit quelque chose d'irréversible et d'inarrêtable. Parce que ce ne sont pas seulement des décisions, ce sont des mouvements. Et donc, quand bien même arriverait en France quelqu'un qui voudrait revenir sur les restitutions, je pense qu'il n'y arriverait pas. D'abord parce qu'il y a un Parlement qui a voté à l'unanimité, et parce que ça a eu tellement de puissance que ce n'est pas possible de revenir en arrière. Et donc même tous les gens qui font souffler les vents mauvais, qui voudraient aller vers le repli, trop tard. Vous emballez pas? Trop tard. Et donc, tous ensemble, on a construit, je crois, quelque chose qui est une force très profonde sur le plan culturel, intellectuel, d'innovation économique, politique, qui ne s'arrêtera pas. Et pour ma part, je serai toujours là, continuer à me battre à vos côtés, dans d'autres oripeaux, avec d'autres habits, mais au combat avec vous pour faire avancer cette cause et surtout la puissance d'innovation qu'il y a derrière. Voilà. Merci. I think this is a perfect ending to this debate. Thank you, everyone.